Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. Nous sommes mercredi mes amis et nous nous rendons immédiatement dans les environs de Belgorod où des unités russes s'entraînent. Ils nagent. Ils suivent des cours de natation forcés imposés par les Ukrainiens après la destruction du barrage de Belgorod. Et ici nous avons un soldat russe qui dit que leur position est complètement sous l'eau. Je suis ravi de voir ça car je me rappelle ces vidéos de Kherson. À Zaporijia, la destruction du barrage de la centrale électrique a submergé d'immenses zones et des dizaines de milliers d'Ukrainiens avec leurs maisons. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier, mais vous savez, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, une grande partie de moi apprécie vraiment cette revanche. L'eau s'est déversée, a débordé des rives. Toute la route est inondée. Ha ha ha, putain de taré. Ici, des voitures sont coincées dans l'eau. Voilà le fourgon russe et on voit qu'il roulait sur la route. En quelques heures, l'eau est montée comme ça, donc vraiment très vite, et soudain tout n'est plus que boue et eau. Il ne peut pas bouger tant que cette eau ne s'en va pas, il va rester coincé, ou il est déjà coincé, incapable de bouger. Karma est une bière. Eh bien, dans celle-ci, on peut voir que les Russes doivent encore approvisionner leur position près de Tchebakinov, par exemple, ou de Vovchansk. Eh bien, ces zones ont été inondées, et cela ne veut pas toujours dire que tout est sous l'eau. Si l'eau monte ne serait-ce que de quelques centimètres, certaines zones deviendront des marécages boueux. Cela ne signifie pas qu'elles sont totalement submergées, mais la boue sera simplement plus molle. Le mauvais état du passage... Regarde ça. C'était pareil hier ? Non, je croyais qu'il y avait eu un impact. Je ne comprends pas. L'impact était au carrefour, peut-être un genre de char. C'est parti. J'ai les pieds complètement trempés. Allez. Voici la dernière vidéo de quoi égayer votre mercredi. Si vous ne vous sentez pas bien après ça, alors peut-être que vous devriez aller voir un médecin, parce que ça va certainement égayer mon mercredi. C'est notre abri. Notre abri a été inondé après que le barrage a été percé par les Ukrainiens. Eh bien, c'est le karma. Les Ukrainiens ont tout inondé. Nous avons récupéré ce que nous pouvions. Tout est mouillé. Qui sait comment le sécher? C'est comme ça. Salut, comment dit-on en anglais « on récolte ce que l'on sème » ? Les Russes ont semé la terreur en faisant exploser un barrage dans le sud de l'Ukraine, inondant des dizaines de milliers de foyers. Et maintenant, 2 ans plus tard, cette revanche est tellement douce, je peux presque la goûter. C'est agréable. Et les Russes le méritent vraiment. Inonder toute leur armée. Je dis, mais regardons simplement l'image satellite. Quelle était la véritable étendue de l'inondation? Observez ces 2 flèches rouges ici. C'est le barrage de Belgorod. Au nord de cette photo, voici le grand réservoir qui s'est formé lorsque l'eau ne passait pas par le barrage, et maintenant le barrage est inondé, détruit. On voit bien à quel point la zone en aval de cette rivière est bleue. Rien de bleu, tout est bleu. Et ce n'est pas ici, mais en bas à droite de cette photo. C'est ici qu'on commence à voir les positions avancées russes. Je vous donnerai les unités dans un instant. Soyez patients. Mais ce sont en fait des tranchées russes, juste ici dans ces zones. Ils ont de l'eau jusqu'aux genoux, et sous cette eau, il y a aussi de la boue jusqu'aux genoux. Donc c'est magnifique. J'espère qu'ils savaient nager. En fait, j'espère qu'ils ne savent pas nager, et j'espère qu'ils dorment maintenant avec les poissons. Au fait, si vous pensez qu'un peu de boue ne fait de mal à personne, eh bien, la voilà, mes amis. Un peu d'eau, un peu de boue. C'est exactement ce qui est arrivé à l'opération Barbarossa, lorsqu'ils ont envahi l'Union soviétique. C'était exactement ces mêmes champs, les champs du nord de l'Ukraine et les champs boueux. Quand la pluie de novembre a commencé, les panzers allemands se sont enlisés dans cette boue, tout comme cet occupant vient de le faire maintenant. Il s'enfonce totalement, il peut disparaître dedans, ce n'est pas juste « oh, il est coincé ». Non, il peut s'enfoncer complètement sous terre dans cette boue. Cette boue, ce n'est pas une plaisanterie. C'est la Rasputitsa en Ukraine.
Mais voyons précisément quelles unités ont subi le plus gros des pertes, les unités russes. Nous parlons de la 128e, de la 116e, de la 68e et de la 136e, ainsi que du 44e corps d'armée. Ce sont eux qui ont les unités stationnées en Ukraine occupée. Juste ici, la zone rouge est la zone occupée, et voici le réservoir. Les flèches bleues le montrent très bien. Quelques rivières secondaires ici se jettent dans la rivière principale, Tversky Donetsk, qui coule vers le sud. Et maintenant, toute cette zone à côté de cette petite ligne bleue ici, des deux côtés, est humide, boueuse, inondée. Et la nourriture et les munitions russes. Tout flotte simplement à la surface ou est complètement submergé. C'est magnifique, très joli. Regardons aussi la vidéo du réservoir qui s'est maintenant vidé ou est en train de se vider. Cela prend du temps. C'est le réservoir d'eau de Belgorod, l'eau A. Il y a environ un jour, il a été signalé que l'eau avait baissé d'1 mètre dans ce réservoir, ce qui est beaucoup en une seule journée. Et il y a encore plus d'eau qui doit s'écouler d'ici. Donc les Russes ont encore un peu plus de rêves mouillés qui arrivent là-bas. Je ne sais pas. D'accord, oublie ça. Maintenant, tu sais tout sur la surprise de Belgorod ? Je te tiendrai au courant dans la prochaine vidéo aussi. Maintenant, mes amis, je veux vous lire. Membre mensuel, Buy Me a Coffee. Nous avons 3 nouveaux noms. Et je vous garantis que vos oreilles vont saigner après les avoir entendus. Koili Tarkteak. Merci de soutenir la chaîne, Lina Vatktok. Merci Lina Vatktok. Et enfin Mike. Simple et facile. Si vous aimez ma chaîne, le lien Buy Me a Coffee est en description. Maintenant, mes amis, je vais vous lire le meilleur commentaire de la vidéo précédente. Et dans la vidéo précédente, nous parlions des anneaux de défense aérienne de Moscou. Vous pouvez les voir juste ici à l'écran. L'information n'a pas été révélée, mais les Russes ont photographié chaque position. Des systèmes S-300, S-400 et Pantsir-S sont présents dans divers environs du centre-ville de Moscou. Le meilleur commentaire de la vidéo précédente porte sur ce sujet. Laissez-moi vous le lire. Perte Loreto 9507 dit et préparez-vous, c'est croustillant. Arthur Rey, je dois te corriger. Sur l'anneau de défense aérienne, les points jaunes, ce sont des caches de vodka. L'anneau secondaire, c'est du papier toilette, et ça, comme on le sait lors de toute catastrophe, c'est la réserve essentielle. Le centre, c'est simplement du caca, qui attend d'être évacué comme un immense geyser. J'adore ton travail. Tu parles ma langue, venue d'en bas. Ah, et tu viens d'Australie. Eh bien, les Australiens se sont toujours battus aux côtés des Européens pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, montrant leur bravoure incroyable et leur préparation au combat. Alors merci de vous battre avec nous en ce moment, les Australiens. Donc oui, vous pouvez voir les réserves de vodka et les excréments sur cette photo. D'accord, soyons sérieux, fini les blagues. Maintenant, passons à l'économie russe et aux actualités en Russie en général. La crise du carburant est devenue tellement catastrophique en Russie que le Kremlin, avec Poutine bien sûr, a décidé de commencer à saisir le pétrole, le gaz et les stations-service. Et ces petites entreprises qui s'occupent de la distribution des produits pétroliers, ils ont commencé à les saisir pour les contrôler eux-mêmes et imposer des restrictions comme 10 litres par personne ou l'interdiction des jerrycans dans les stations-service. Au Kremlin, ils ont aussi supprimé les droits d'importation sur l'essence. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela simplifie l'importation de produits pétroliers hors de Russie. Mais cela supprime également l'une des sources de revenus de la Russie, à savoir la taxe sur les produits pétroliers importés. Comme je l'ai mentionné, ils saisissent également de force une grande entreprise énergétique à un oligarque. Les frappes ukrainiennes sur les raffineries ont causé une crise du carburant que les mesures d'urgence ne résolvent pas. Ils tentent aussi d'impliquer la Biélorussie pour compenser les pénuries d'entrants de carburant en Russie. Le taux de livraison en provenance de Biélorussie a quadruplé pour atteindre 49 000 tonnes en septembre. Faute de stabiliser les approvisionnements, le vice-premier ministre Alexandre Novak a soutenu la suppression des droits d'importation et l'importation d'essence d'Asie. Après l'échec des mesures de correction du marché, Moscou a saisi Oblokoum Energo, un géant de l'énergie de l'Oural détenu par des oligarques milliardaires.
Une décision politiquement risquée puisque les oligarques font partie d'un réseau qui dirige la Russie. C'est du cannibalisme, la Russie est contrôlée par Poutine, FSP, les oligarques et les Siloviki. Si le Kremlin attaque ces oligarques, il s'en prend à sa propre fondation. S'ils commencent à se dévorer, touchez à cela. Ces oligarques sont puissants. Certains d'entre eux ont leurs propres armées privées, comme Wagner en avait une. Prigojine était un oligarque. Il avait sa propre armée privée. Gazprom a sa propre armée privée. Différentes compétentes compagnies pétrolières et différents oligarques, ont leurs propres armées. Vous ne voulez pas les pétroles, il faut les mettre à les mettre en colère. Comment les mettez-vous en colère? Vous prenez ces entreprises, vous les saisissez tout simplement. Donc une forme de cannibalisme a commencé en Russie. Les effets les sont visibles sur le terrain. Belgorod. Les stations-service ont interdit les jerrycans. Les pompes Gazprom à Volgograd signalent une absence d'approvisionnement. Donetsk occupé montre de longues files d'attente alors que le carburant disparaît. Je veux maintenant vous montrer une illustration parfaite de l'impact de cette crise du carburant sur l'armée russe. Vous pensez que seuls les civils sont concernés? Non, l'armée aussi. En Russie comme en Ukraine, les unités militaires achètent aussi elles-mêmes leur équipement, y compris l'essence, dans les stations-service avec leur propre argent. Ce n'est pas idéal, mais c'est comme ça. En Ukraine aussi, les soldats russes disent donc que l'armée ne leur fournit pas de carburant pour les opérations de combat. Ils tentent de l'acheter avec leur argent, mais peinent à en trouver à Donetsk. Seuls les coupons sont acceptés comme paiement à cause de la pénurie persistante de carburant. Dans une série de courtes vidéos filmées dans une station-service RTK à Donetsk, un homme enregistre un pompiste qui refuse sa demande d'acheter 120 litres d'essence. Malgré ses supplications. Nécessité militaire. Dehors, des gens vendent illégalement de l'essence contre du liquide. Un énorme marché noir de l'essence émerge actuellement en Russie. Les gens la diluent avec de l'eau, vous la payez cher pour l'essence et cela abîme votre moteur. Donc c'est négatif à tous les niveaux. Et le soldat dit « Écoutez, c'est nécessaire pour les soldats, pour les missions de combat, pour les évacuer, pour l'évacuation des blessés. J'ai besoin de 120 litres d'essence. » Et l'employé de la station-service répond « Je ne peux pas vous donner du carburant que je n'ai pas. J'ai un peu de carburant. Mais vous ne pouvez l'obtenir que par des coupons, sur ordre de la direction de la station-service. » Même les soldats russes ne peuvent pas acheter d'essence avec de l'argent aux stations-service. Voilà la gravité de la situation qui affecte directement l'armée russe et son efficacité. Sans plus attendre, passons directement aux cibles que l'Ukraine a frappées à l'intérieur de la Russie en profondeur, dans les zones arrières russes. Quelle soirée! Tout cela s'est passé ce soir, quelle nuit! Les raffineries et d'autres sites brûlent de nouveau partout en Russie. La nuit dernière, des drones ont attaqué massivement plus de 10 régions de la Fédération de Russie, visant notamment. Elles sont juteuses, allons-y, raffinerie NS région de Ulyanovsk, photo Anne. Vous pouvez la voir ici, à quelques centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne, c'est une raffinerie plus petite. En fait, elle est très petite, mais ça reste une raffinerie. Selon des sources ouvertes, l'usine est spécialisée dans le traitement du pétrole et sa préparation pour le raffinage. Sa capacité de production totale est d'environ 30 000 tonnes de pétrole par an. La deuxième cible se trouvait en République de Mariel. Il s'agissait de la raffinerie Mouri dans le village de Dabochino. L'usine produit de l'essence directe, du diesel et des carburants marins, du fioul et d'autres produits pétroliers. La raffinerie Mouri pèse jusqu'à 70% du commerce extérieur de la République. La Russie est censée être une fédération, c'est-à-dire un ensemble de petites républiques ou oblasts réunis. L'un d'eux est l'oblast de Mouri, qui est en fait une tribu, une langue et un groupe culturel finno-ougrien. Le peuple Mouri possède sa langue, sa culture et sa religion. Non-slave, ils sont occupés par la Russie, même. Ce sont l'un des très rares peuples païens en Russie. Ils sont tous christianisés, mais ils pratiquent encore leurs rites païens de temps en temps. Donc oui, le peuple moudi en Russie, Mouriel, là où cette raffinerie a été frappée. Ils sont culturellement et linguistiquement plus proches de nous, les Estoniens et les Finnois, parce que nous sommes tous finno-ougriens, que des Russes. Ils vivent en Russie, ils sont occupés par la Russie, ils sont forcés de parler russe, mais ils ont leur propre langue finno-ougrienne, le muri.
que le Kremlin essaie de faire disparaître complètement. Une petite leçon de culture ici. Et la troisième cible était Poudenovsk, dans la région de Stavropol. Une usine chimique Stavroïlen a été touchée. L'installation est l'un des principaux producteurs de polyéthylène et de polypropylène de la Russie, donc de produits plastiques. Et il y a quelques vidéos sombres montrant de la lumière au loin. Rien d'intéressant à regarder, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais ce sont tous des cibles de choix. Et maintenant, ce sont encore plus des cibles de choix. Laissez-moi vous montrer une carte. Voici une carte de Tokmok, occupée par les Russes, qui est un centre logistique d'approvisionnement dans le sud de l'Ukraine. Et Mariupol se trouve un peu à l'est d'ici. Voici une voie ferrée qui traverse Tokmok, et cette voie ferrée. La ligne noire ici est extrêmement importante pour l'armée russe, pour la logistique arrière de l'armée russe. Et elle est responsable d'une grande partie de cela pour que la logistique fonctionne. Chaque point rouge ici représente des Ukrainiens attaquant un train logistique russe. Pendant les 2 derniers mois, cette voie ferrée n'a pas fonctionné parce qu'un train-citerne russe l'a bloqué, car il a été frappé. Et maintenant, hier, les Russes ont remis en service cette importante ligne logistique. Et ils ont mis un train dessus. Regardons le train. Il a un blindage actif et des blocs ERA. Comment les appelle-t-on? Des blocs ERA. Au-dessus de ça, pour se protéger des drones, il a un filet anti-drone. Et il poussait la locomotive. Il poussait un autre char, une autre voiture devant, juste pour l'utiliser comme un chasse-mine ou quelque chose comme ça. Si quelque chose explose, la locomotive n'encaisse pas le choc. Mais malgré tout, les Ukrainiens, les saboteurs à l'intérieur du sud de l'Ukraine occupée, ils ont fait sauter les rails juste au moment où le train était dessus. Et vous pouvez voir les conséquences juste ici. J'adore ça. 2 mois durant, les Russes préparevantaient cette ligne de chemin de fer. Dès sa remise en service, la liberté kaboum s'est répandue sur cette voie ferrée. Badabim, badaboum. Plus de trains logistiques russes. Les photos parlent d'elles-mêmes. Je vais maintenant vous montrer une vidéo intéressante. Les Russes ont publié une vidéo se vantant de leur nouveau véhicule de combat d'infanterie ou transport blindé. Appelez-le comme vous voulez. Le nouveau véhicule, le Terminator, c'est ainsi qu'ils l'appellent. Honnêtement, c'est plutôt un véhicule de combat d'infanterie. Il est équipé de ces mitrailleuses folles à double canon de gros calibre qui tirent énormément de balles par seconde, je ne sais même pas combien, mais vraiment beaucoup. Mais je veux vous montrer comment fonctionnent les canons et les comparer à un véhicule de combat d'infanterie américain qui a presque un demi-siècle. Regardez ça. Voici le Terminator russe. Regardez cette déformation du canon. Et je ne suis pas un expert en armes, je ne suis pas un spécialiste des armes, je ne connais pas la physique en détail. Mais ce que je sais, c'est que lorsque vous tirez, les effets, le recul, le choc, peu importe comment on l'appelle, ça ne devrait pas vibrer comme ça. Parce que si une balle part tout droit comme ça, la deuxième ira complètement sur le côté. Regardez ça. La deuxième ira ici, la première va là. Je trouve que la zone de tir de cette arme manque de précision. Elle se limite juste devant la machine. L'un va vers le ciel, l'autre va vers le sol. Ça doit être extrêmement imprécis. Ça doit rater la cible. Je veux dire, regarde à quel point les canons bougent et se déforment. Regarde ça. Voici un véhicule de combat d'infanterie américain, vieux de près de 50 ans. Bradley, regarde le canon, il ne bouge pas du tout. C'est d'une précision incroyable. Ce canon Bushmaster, quel que soit son nom, cause d'énormes dégâts aux Russes. Vous avez tous vu la vidéo où il a détruit un T-90, le char de combat principal russe, l'un des plus récents. Ce vieux canon, il fait 20 ou 30 mm. Corrigez-moi si je me trompe. Il l'a détruit en 30 secondes. C'est fou. Donc oui, le Terminator russe ne fait pas le poids face au Bradley américain. Maintenant, mes amis, voyageons à Sébastopol, le port de Crimée occupé par les Russes. Ici, ils construisaient, en fait. Depuis 2020, ce truc a déjà été mis en service. Ils ont construit l'une des plus grandes grues flottantes du monde. La capacité de levage de cette grue flottante est de 450 tonnes. Elle s'appelle la BK-700. C'est la version et le nom était Grigori Brosiankin. Qu'est-il arrivé à cette grue?
Bonne question, regarde la vidéo. Elle s'est renversée, tout simplement. Elle s'est transformée en sous-marin. Qui m'appelle? C'est un sous-marin maintenant. L'une des grues flottantes les plus puissantes du monde, construite par les Russes, est maintenant un sous-marin à côté du navire amiral Moscou, décorant le fond de la mer Noire, rejoignant la flotte de sous-marins. Et c'était plutôt grave parce qu'il y a 20 blessés et 2 morts. 2 personnes sont décédées à l'intérieur lors du chavirement du navire. Parce qu'il y avait des gens à l'intérieur de ces trous, et quand il a chaviré, c'était vraiment grave. C'est typiquement russe comme situation. Jusqu'où peut-on être mauvais pour construire? Mais assez parlé, surtout des Russes qui construisent dans mal. Passons au pays qui sait vraiment construire des machines, et c'est l'Allemagne. Je veux vous présenter la 45e brigade blindée allemande, qui sera déployée en permanence en Lituanie. Non seulement cela, mais les Lituaniens ont construit une base fixe pour cette brigade, pas une base temporaire, ils ont réellement construit toute une infrastructure, toute une base militaire. Cela leur a coûté près de 17 milliards d'euros. Pour une petite nation comme la Lituanie, c'est un immense investissement. Mais ils veulent cette brigade sur leur territoire, la 45e brigade blindée allemande. Ça fait peur, et c'est le cas. Regardez la vidéo. Camarades, quelque chose est en construction ici. Regardez ça. Voici la tour Gediminas de Lituanie, et voici le lion allemand. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est le logo unifié du 45e qui se trouve en Lituanie. Et c'est dans ce tonneau que ce feu est en train de couver. C'est tout simplement génial. Voici la vidéo officielle de la 45e brigade d'Allemagne, brigade Panzer. Et ils ont utilisé la musique du Seigneur des Anneaux en fond sonore. Un clin d'œil aux orques de Russie comme aux orques de Sauron, c'est-à-dire Poutine. Beaucoup de clins d'œil ici. Et la vidéo est réalisée exactement dans le même style que celui utilisé par le bataillon Azov, et qu'il continue d'utiliser. Donc il y a tellement de liens, tellement de clins d'œil. Et j'en ai la chair de poule parce que, vous savez, peut-être que les Allemands sont en train de se réveiller. Je pense que beaucoup de pays dans le monde ont un peu peur en ce moment. Cela va perdurer. Dans quelques années, on pourra dire que cette brigade a établi de nouvelles normes dans la structuration, dans la formation, dans la préparation opérationnelle. D'ailleurs, c'est exactement le même général qui, il y a 2 ans, 1 an et demi. Je crois que c'était lorsque les Ukrainiens ont pénétré à Koursk avec des panzers allemands. C'était un général qui a transmis cette information au public allemand à la télévision allemande et c'était un général allemand qui parlait des avancées des panzers dans la région de Koursk avec la carte. C'était un vrai retour en arrière, mec. Si tu sais, tu sais. Les panzers allemands à Koursk. Et ces informations te sont expliquées par un général de panzer allemand sur une carte où il est écrit en énorme Koursk dessus. Donc ça me ramène en arrière. Je veux que nous réussissions ici avec cette brigade. Si j'étais soldat russe, j'aurais besoin de tout ça. Les dactylos après cette vidéo. Que nous vous formions à être aptes au combat et que vous puissiez vaincre quand cela comptera. J'adore cette vidéo et j'espère que l'armée allemande en fera beaucoup d'autres. Je l'accueille à bras ouverts. Et Allemagne, réveille-toi. Au fait, quel est le rôle de la 45e brigade blindée allemande? Content que tu poses la question. Le déploiement de la brigade constitue un renforcement direct du modèle de défense avancé de l'Alliance. Sa présence réduit considérablement le temps de réaction de l'Alliance en cas de crise, et en même temps améliore la capacité de dissuasion de l'Alliance grâce à une position avancée, robuste et permanente de forces prêtes au combat. D'accord, je vais vous l'expliquer simplement. Vous connaissez tout le corridor de Sawalki. Ces chars empêcheront la Biélorussie et la Russie de rejoindre Kaliningrad via le corridor de Suwałki de 85 km. Ces chars détruiront-le. Horde, les Russes qui sont censés prendre le corridor de Suwałki. Il y a maintenant une brigade de panzer allemande qui défend ce corridor. C'est leur position, c'est leur objectif.
La 45e brigade blindée allemande comptera finalement environ 4800 soldats et environ 200 membres du personnel civil. Elle est soutenue par des unités telles que le 122e bataillon d'infanterie blindée et le 203e bataillon de chars, équipés respectivement de véhicules de combat d'infanterie, Puma modernes et de chars de combat principaux, Léopard 2A7. La brigade illustre l'évolution de l'OTAN vers plus de réactivité, mobilité et létalité. Et ces panzers allemands se trouveront entre Kaliningrad et les Russes en Biélorussie, près du corridor de Suwałki. Voilà, c'est fait. Nous sommes à la fin de la vidéo. Félicitations. Je veux vous laisser sur une note positive. Vous voyez, les Russes bombardent tout ce qui attire l'attention dans les médias publics parce qu'ils veulent que chaque article de presse parle des choses horribles qu'ils font. C'est leur campagne médiatique. Donc, ils se sont récemment concentrés sur les zoos, oui, les animaux, dans les villes proches de la ligne de front. Ils ont bombardé les zoos quand c'était possible, tentant de tuer les animaux. Donc, vous savez, les animaux suscitent beaucoup d'empathie chez les gens. Donc, les articles de presse en parlent, mais des Ukrainiens dans un zoo en particulier ont réussi à sauver un chameau. Dans cette vidéo, cette unité ukrainienne éteint un incendie dans leur véhicule blindé de combat d'infanterie. Et juste à côté, il y a un chameau avec une voiture équipée d'un brouilleur de drone. Ils ont sauvé un chameau du zoo. Je suis content. Je suis tellement content de ça. Ce chameau a été sauvé pour vivre et se battre un jour de plus. Ici, ils éteignent un mâle 113. Cette vidéo est peut-être étrange, mais je suis heureux que le chameau ait été sauvé. Merci à tous de l'avoir regardé. Merci d'être là. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous car la moitié d'entre vous ne l'est pas, alors rejoignez-nous. Offrez-moi un café, abonnement mensuel. Je reviendrai pour vous vendredi avec une nouvelle mise à jour. D'ici là, slavo cringe et au revoir.